Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact, on parle des entreprises du patrimoine vivant avec Tristan De Witt. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes donc le président de l'Association nationale de ces entreprises du patrimoine vivant. Et Siam Vidar, bonjour. Et bienvenue, vous êtes la présidente de SGS ICS. Et vous venez d'obtenir pour 5 ans la gestion du label entreprise du patrimoine vivant. Et c'est ce qui nous réunit sur ce plateau. Vous nous expliquerez ça dans un instant. Mais d'abord, vous représentez combien d'entreprises en France ? Aujourd'hui, c'est un peu plus de 1000 entreprises, tout secteur. Ça représente de la décoration, la gastronomie, le patrimoine bâti, c'est la construction. Des sous-traitants du monde du luxe sont aussi parmi les EPV. Donc 1000 entreprises qui représentent quand même un chiffre important, c'est 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il y a quelques très gros acteurs, évidemment, dans les maisons, les grandes maisons qu'on connaît. Oui, j'allais vous dire, c'est d'abord le secteur du luxe ou pas forcément, ou de la mode, mais pas forcément. C'est un bon socle du label EPV, assez représentatif de ce qu'on veut montrer, c'est des métiers d'excellence. Mais il y a beaucoup de PME qui sont liées à ce secteur-là, mais pas uniquement. Et alors, leur point commun, c'est quoi ? C'est un savoir-faire qui peut être rare, qui peut être exceptionnel. Il y a à chaque fois, comme ça, une compétence hors norme, d'une certaine façon ? C'est un savoir-faire manufacturier rare et d'exception. Donc, c'est effectivement audité. C'est un décret qui explique quels sont les critères. Et donc, c'est audité. On va regarder en profondeur comment est-ce qu'on matérialise ce savoir-faire rare, qui est manufacturier ou industriel. Et c'est ce qui fait la qualité, bien souvent, si on fait ce raccourci, des objets qui sont fabriqués par ces entreprises-là. Ces entreprises, elles sont donc labellisées, un label de l'État qui a été créé en 2005, dont la gestion vient d'être confiée à votre entreprise. On rappelle, Siam Vidar, en quelques mots, ce qu'est SGS. Donc, c'est Société Générale de Surveillance et je préside la filiale française de certification. Donc, on a eu l'instruction par le ministère de labelliser les entreprises par le label EPV. D'accord, donc label EPV, entreprise du patrimoine vivant. Alors, vous avez quoi ? Vous avez une feuille de route, il y a une liste de critères, comment ça va fonctionner ? Alors, les critères ont été définis par décret par le ministère et nous, on vient auditer les entreprises sur leur capacité à être conformes à ces critères-là. Donc, on a 3 grandes familles de critères. On va avoir une grande famille sur des critères économiques. On va avoir une deuxième grande famille sur la haute technicité que va faire valoir l'entreprise. On va avoir une troisième grande famille qui va regrouper la notoriété, la RSE et l'implantation géographique. Donc, sur tous ces critères-là, chaque entreprise doit remplir à minima 70% des critères pour pouvoir être labellisée en quelque sorte. Labellisée, et c'est la préfecture qui décide de donner ce label à l'entreprise ou pas. C'est pas SGS. Oui, on est dans un label de l'État. Est-ce que c'est une mission un peu différente de ce que vous faites habituellement ? Est-ce que c'est un défi particulier pour une entreprise comme la vôtre ? C'est un défi différent, mais on travaille sur beaucoup d'autres labels, RSE ou de technicité. Mais c'est un label qui vient se focuser énormément sur le savoir-faire, sur l'expertise. On va avoir des entreprises, Tristan en a parlé, qui vont être dans l'art de la table, comme on va avoir des medtech, mais c'est tout un panel d'entreprises que nous avons l'habitude de contrôler, d'auditer en fait dans nos autres métiers. Oui, dans d'autres cadres. Est-ce que c'est un label très sélectif, Tristan De Witt ? Oui, alors c'est sélectif, c'est important que ce soit sélectif, il est surtout exigeant. On ne peut pas labelliser toutes les entreprises, sinon l'excellence, on la définirait différemment. Donc oui, c'est important, et les entreprises, ça permet de se démarquer. Donc quand on a ce label, c'est un atout marketing évidemment très fort, parce que c'est l'État qui dit vous êtes parmi les meilleurs de vos métiers. Il y a cette sélectivité, il n'y a pas de chiffres précis, mais il y a les quelques meilleurs de chaque métier qui sont EPV dans toutes les facettes industrielles et artisanales qu'on peut trouver. Si on remonte un peu dans le temps, donc je disais 2005, la création, pourquoi il y a eu ce besoin de créer un label en quelque sorte ? Ce n'était pas forcément reconnu, moi, le label d'entreprise. Il y a un certain nombre de certifications qu'on peut avoir pour une personne, les artisans d'art, les maîtres d'art, je veux dire, par exemple, c'est une personne qui est vraiment récompensée. Le label EPV, ce qui est intéressant, c'est que c'est toute l'entreprise. Et on vient reconnaître l'ensemble des facettes production de l'entreprise, et ça n'existait pas. Juste pour compléter sur la robustesse du label, on est sur un maximum, demain, une cible de 2500 entreprises parmi les plus de 4 millions et quelques entreprises en France. Donc on est vraiment sur une sélectivité très 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 importante.
Et une fois que les entreprises déposent leur dossier, on a un taux de refus qui est quand même, assez important. Donc, tout le monde n'obtient pas ce label-là d'excellence. Oui, effectivement, par définition, c'est un label d'excellence. Est-ce qu'on dit entreprise du patrimoine vivant? Je vais vous poser une question, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais c'est pas grave, j'assume. Est-ce que ça veut dire que ce sont forcément des entreprises centenaires, enfin, vous voyez, des vieilles entreprises, de vieux savoir-faire, ou alors est-ce que vous disiez MedTech, ce qui répondait en partie à la question, mais ça peut aussi concerner de nouveaux savoir-faire? Oui, et toutes ces entreprises-là, elles ont toujours été dans leur temps à l'époque. Donc il y a un certain nombre de savoir-faire qui sont effectivement liés à l'histoire et qu'on a gardé, mais qu'on a aussi modifié. Et il y a des entreprises labellisées qui sont des entreprises très récentes, qui font appel à des savoir-faire vraiment ancestraux, mais parfois aussi novateurs. Tant que c'est manufacturier et d'excellence, ça n'a pas besoin d'être vieux. La plupart du temps, c'est effectivement assez ancien et d'inspiration ancienne, mais il n'y a pas que ça. Les entreprises très modernes et la plupart des EPV ont autant ce travail manufacturier, mais il y a beaucoup de numérique qui rentre en ligne de compte dans nos usines et on est vraiment à chaque fois dans ce qu'on fait de mieux, dans l'outillage qui nous permet de faire ce qu'on fabrique. Donc c'est des entreprises en réalité très modernes. Très modernes. Vous avez des exemples de labels récemment obtenus, vous voyez, dans des savoir-faire qu'on ne soupçonnerait pas forcément? Ah oui, je sais, parce que j'en étais actionnaire aussi. Une entreprise s'appelle MR Cartonnage, qui travaillait l'emballage et l'impression sur carton. Et en fait, il avait tous ses savoir-faire manufacturiers anciens et il a mis de l'impression numérique dans ce métier-là. C'est une société qui, il y a 7-8 ans et qui a grandi extrêmement rapidement parce qu'il mêlait avec un vrai savoir-faire ces deux volets, autant contemporains et très anciens. Siam Vidar, il y a une dimension, vous l'avez un peu évoqué, mais il y a une dimension environnementale, écologique à ce label. Est-ce qu'on peut la détailler? Alors, depuis 2020, cette notion de RSE a été ajoutée au label dans les critères de labellisation. Mais l'enjeu RSE fait partie même de l'ADN du label EPV. La RSE, c'est la prise en compte des parties prenantes, que ce soit les salariés, les fournisseurs, le consommateur, le client final. Et tous ces segments-là sont pris en compte. On a ajouté certains éléments supplémentaires, tels que la gestion des déchets, la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, mais l'ADN même du label EPV prend en compte toutes les dimensions de la RSE depuis sa création. Cette dimension-là, elle est récente ou elle existe depuis le début? Ça fait partie de l'ADN de ces entreprises. Elles ont toujours été ancrées dans leur territoire. On transmet les savoir-faire aux générations futures. On vit toujours avec, la plupart du temps aussi, les parties prenantes très proches, en sous-traitance, co-traitance. Ces entreprises-là, elles ont toujours été très respectueuses aussi dans ce qu'elles fabriquent de très haute qualité et de durabilité. Et donc elles sont dans ce qu'on a besoin aujourd'hui absolument, de fabriquer des choses qui sont extrêmement pérennes et avec des moyens mis en œuvre qui le sont tout autant. Donc par définition, elles ont ce qu'on appelle aujourd'hui RSE. En réalité, elles l'ont toujours fait. Mais je vous pose la question pour le E de RSE, pour la partie environnementale, parce qu'en 2005, quand le label est créé, il n'y a pas encore eu le Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement, c'est septembre 2007 de mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas totalement dans les préoccupations des entreprises. C'est un enjeu de communication très important pour ces entreprises que de faire savoir que cet ancrage territorial est une réponse évidemment aux enjeux environnementaux qu'on a devant nous. Elles le faisaient depuis le départ et comme on travaille la plupart du temps entre entreprises du patrimoine vivant ou avec celles qui sont proches, la notion de transport de marchandises et de composants par exemple, depuis toujours on y répond. Alors ce sont des entreprises qui exportent pour autant, ça c'est intéressant, mais on exporte raisonné parce qu'on exporte là où on a besoin et on est différenciant par rapport à autre chose. Siam Vidar. On a ajouté quelques critères depuis 2020 sur tout le domaine environnemental spécifiquement. C'est l'un des derniers piliers que compose l'attribution du label, donc la gestion d'eau, la gestion des déchets, la consommation énergétique qui est aujourd'hui mesurée et justifiée par l'entreprise en fait afin d'obtenir le label. Donc on vient vraiment détailler tous ces éléments-là environnementaux avant de déposer le dossier auprès de la préfecture. Quand on obtient le label, on l'obtient pour combien de temps? C'est remis c'est 5 ans et donc on repasse. Et alors, on renouvelle. Alors, c'est marrant parce qu'il y a plein de labels et parfois il y a des notes en quelque sorte et on peut voir si on progresse ou pas. Est-ce que c'est aussi votre cas ou est-ce que vous n'êtes pas dans cette logique-là? Il n'y a pas la notation, il y a la notion de progrès parce que matériellement les critères évoluent rarement mais ils évoluent, ils deviennent plus exigeants donc il faut que l'entreprise progresse malgré tout et quand on recandidate, on redémarre à zéro. Donc c'est très intéressant, on repart d'une copie blanche, on se repose des questions. Il y a des
des entreprises qui vont recandidater, qui n'auront peut-être pas le label dès la première recandidature, mais en progressant et on regarde pourquoi est-ce qu'on a pêché, on a peut-être mal expliqué des choses et on y repasse. Mais ça fait partie de la zone. Alors c'est la question que j'allais vous poser. Ça. Et inversement, une entreprise, c'est pas parce qu'elle a eu le label la première fois qu'elle va le réobtenir la deuxième. Bien sûr, ça oblige à maintenir un niveau d'exigence. Exactement, et une amélioration continue. On est vraiment dans cet état d'esprit-là d'amélioration continue pour l'entreprise. Pourquoi on échoue ? Il doit y avoir plein de raisons, mais qu'est-ce qui fait que... Parce que vous nous disiez, on a beaucoup de demandes et finalement, c'est un label d'excellence. Donc, il reste quoi, quelques centaines ou un millier d'entreprises en France, ce qui n'est pas beaucoup. Pourquoi on échoue ? On échouerait soit parce que déjà notre dossier n'est pas recevable pour des critères administratifs et techniques. Il faut justifier d'un certain nombre d'éléments de production en France, de technicité, de très haute technicité qui se différencie de toutes les autres entreprises. On pourrait échouer parce que justement l'impact environnemental n'est pas bon. On pourrait échouer parce qu'on a une satisfaction client qui n'est pas à la hauteur. On pourrait échouer. Enfin, il y a une cinquantaine de sous-segments et il faut en valider plus de 75%. Donc, et sur chaque grande famille. En fait, ce n'est pas un 75% global, c'est sur chaque grande famille. Il faut être bon dans tous les secteurs. Exactement. On ne peut pas être à 100% dans deux et à 25% dans deux autres. Exactement. Okay, donc, bien compris. C'est un enjeu à l'export d'avoir ce label, ou alors il n'est pas encore connu à l'étranger ? Il est bien souvent plus connu à l'étranger et des donneurs d'ordre qu'il ne l'est en France. En France, on rattache toujours ça à un label B2C, par exemple. Il n'est pas très connu auprès des consommateurs finaux. Mais les donneurs d'ordre à l'étranger se servent du label EPV pour aller sélectionner justement un fournisseur de très haute facture. Au Japon, il est extrêmement connu. Dans les pays asiatiques, qui sont un peu sachants de ces choses-là, il a une très très belle notoriété et c'est un vrai gage à l'export, un argument marketing très fort. C'est l'État qui a dit qu'on était parmi les meilleurs de notre métier. Et c'est une réassurance évidemment qui est hyper pratique quand on fait de l'export. Le fait que ce soit l'État, ça a été une volonté politique ou une demande du secteur aussi, un peu des deux ? Volonté politique, c'est Renaud Dutreil qui a été à l'origine de la création du label en 2005. On s'est beaucoup basé sur les métiers d'art aussi, qui était toute une population d'entreprises qui était donc était ministre des Affaires étrangères à l'époque. De l'industrie. Voilà, j'ai un petit doute sur son périmètre, mais c'est ça, oui. Mais voilà, ils ont lancé ça et il y avait le politique s'est saisi, je pense, à juste titre de cette nécessité. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire encore plus d'efforts d'ailleurs sur ce label parce que ça permet aux entreprises françaises fabricantes d'être fortes sur leur territoire et évidemment à l'export. Et on a quand même besoin d'emplois dans nos territoires. Dernier mot, rapide, quelqu'un qui nous regarde se dit tiens, mais moi je veux candidater, on fait comment ? On va sur le site Démarche simplifiée. C'est très simple comme son nom l'indique. On dépose son dossier, on a une réponse dans les quelques jours qui suivent, si déjà notre dossier est recevable ou pas. Et ensuite, on enclenche une démarche de certification, donc avec un petit parcours candidat assez simple. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.